Bonjour à tous, bienvenue au Hub des Territoires. Je suis Linda Rebout, je suis responsable d'investissement à la Banque des Territoires. Je dirige un pôle qui s'appelle Transition écologique et sociale des territoires. Et nous investissons dans des entreprises à impact autour de différentes thématiques, dont l'économie circulaire et la transition alimentaire. Je suis ravie de vous accueillir ici aujourd'hui avec toute l'équipe du Hub des Territoires que je remercie au passage. Alors, on vient de voir une petite vidéo sur le Hub des Territoires, mais j'en dis quand même encore deux mots pour vous expliquer un petit peu ce qu'est le Hub. Donc, c'est un lieu, évidemment, mais aussi un dispositif qui vient en appui de la stratégie écosystème de la Banque des Territoires. On a pour idée de réunir ici des acteurs publics, privés qui viennent de différents horizons pour les faire dialoguer, se rencontrer, partager des expériences au service de la cause des territoires et de leur transformation. Et donc, dialoguer, partager des expériences, c'est bien ce qu'on va faire aujourd'hui sur la thématique plus spécifique de l'économie circulaire. Alors, comme introduction rapide, l'économie circulaire, je pense on partage tous le constat qu'il faut accélérer la transition de notre économie vers un mode plus circulaire. C'est une nécessité à la fois pour diminuer la pression sur les ressources, notre consommation de ressources naturelles, mais aussi pour lutter contre le fléau qui est la pollution plastique, notamment dans les océans. Donc face à ce constat, tout le monde sait qu'il faut accélérer les choses. On voit que la réglementation accélère également. Je vais citer deux lois qui sont quand même aujourd'hui les deux lois structurantes qui vont pousser un petit peu les acteurs économiques à se transformer. On a tout d'abord la loi Egalim qui date de 2018, qui concerne tout ce qui est restauration collective. Cette loi, elle interdit les contenants en plastique jetable pour le 1er janvier 2025 et ça concerne quand même 3 milliards de repas qui sont servis chaque année. Et l'idée, c'est aussi de lutter contre les perturbateurs endocriniens à travers cette suppression du plastique dans la restauration collective. Une loi plus récente qui est la loi AGEC, la loi anti-gaspi pour une économie circulaire qui date donc de 2020, qui concerne la restauration hors domicile. Restauration hors domicile qui produit quand même 12 milliards d'emballages par an. L'idée, c'est cette fois de demander aux acteurs, pour ce qui est de la restauration sur place, de ne pas utiliser de contenants à usage unique. L'obligation, elle est pour 2023, donc c'est très très bientôt. Et donc, on voit les enjeux très forts et finalement une prise de conscience assez tardive sur ces sujets. Poussés par la réglementation, les différents acteurs économiques, publics, privés, sont forcés de se transformer. Je rajouterai un dernier chiffre, c'est sur, encore une fois, le plastique. On consomme en France à peu près un peu moins de 5 millions de tonnes de plastique par an et la moitié est destinée aux emballages. Donc en fait, la question des emballages, et plus spécifiquement des emballages alimentaires, c'est un vrai sujet majeur sur lequel on voit que les acteurs commencent à bouger. Pour autant, passer au réemploi, ça signifie revoir intégralement nos modes de production, de consommation. Ça veut dire faire des changements majeurs, drastiques. Et pour ça, il faut se faire aider. C'est pas évident. Et donc, il y a des freins qui se posent. Et c'est bien à ces freins qu'on va essayer de s'intéresser aujourd'hui. Donc, pour cet atelier, on vous propose deux tables rondes. On va avoir une première table ronde pour présenter des acteurs à fort impact qui proposent justement des solutions pour développer le réemploi, la consigne dans les territoires. Et on va montrer justement qu'il y a des solutions qui fonctionnent. C'est bien l'idée de cette première table ronde. Et dans la seconde table ronde, on laissera la parole aux collectivités qui expérimentent, qui souhaitent aussi se transformer et qui pourront nous faire un retour d'expérience, premier retour sur ces sujets de passage au réemploi. Voilà pour le programme de la matinée, il est assez dense, donc j'essaye de tenir le timing. Et pour une première introduction mise en contexte, je vais inviter Marianne Guyot à me rejoindre. Marianne Guyot, que je laisserai se présenter, mais qui vient de l'ADEME et qui pourra nous donner à la fois des éléments de contexte sur ces enjeux de réemploi, de consignes, et nous parler des études que réalise l'ADEME sur le sujet et de leurs principaux constats. Bienvenue Marianne et merci. Merci Linda pour cette introduction et pour cette invitation en tout cas à votre journée, à votre atelier.
Donc effectivement, moi je vais vous parler rapidement du coup du contexte du réemploi des emballages. Donc effectivement, comme vous l'avez cité, il y a plusieurs lois qui mettent en place en fait des objectifs à atteindre sur le réemploi et la réutilisation des emballages. Donc il y a tout d'abord la fin de mise en marché des emballages en plastique à usage unique à horizon 2040, avec des objectifs de réemploi et réutilisation qui sont fixés tous les 5 ans pour pouvoir atteindre à terme cet objectif. Il y a également l'augmentation de la part des emballages réemployés, réutilisés, mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, donc avec des objectifs du coup de 5% à horizon 2023 et de 10% à horizon 2027, sachant qu'il y a eu le décret relatif à la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement, qui est venu préciser en tout cas ces objectifs. Il y a également du coup la création de l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation, qui aura une partie sur la thématique des emballages, qui aura du coup pour but vraiment de suivre et de mener du coup ces différentes études en concertation avec les parties prenantes. Et on a également, du coup, dans la loi climat et résilience qui complète la loi AGEC, avec l'accélération du développement de la vente en vrac et de la consigne pour réemploi des emballages en verre. On a également, du coup, dans le décret 3R, un objectif de réduction de 20% en fait, des emballages en plastique à usage unique, dont la moitié doit être obtenue par réemploi, réutilisation. Donc, pour pouvoir atteindre et amener des clés aux acteurs sur ces thématiques-là, donc à l'ADEME, on réalise des travaux qui sont liés à ce contexte. Donc, on a réalisé en 2021 une étude sur le réemploi des emballages et les alternatives au plastique à usage unique. Qui notamment a permis de réaliser un benchmark international des solutions de réemploi et de substitution plastique aux emballages à usage unique, une revue bibliographique des ACV qui était réalisée sur ces sujets-là, donc de substitution plastique et de réemploi. On a également mené un état des lieux du réemploi des emballages en France. Et il y a également une tâche qui était vraiment sur l'identification des alternatives aux emballages plastiques à usage unique. Donc, suite à la publication de cette étude qui a eu lieu début d'année, d'ailleurs, tous les documents sont vraiment en libre accès à tous et téléchargeables sur la librairie ADEME. On a du coup cette année lancé d'autres études pour compléter justement ces différents objectifs. Donc tout d'abord une étude sur les modalités de comptabilisation du réemploi et de la réutilisation des emballages. Et une étude sur les marges de progression du réemploi en fonction des produits et des emballages. On est en cours de lancement également d'une étude sur l'évaluation environnementale des dispositifs de consigne pour réemploi des emballages en verre en France. Et tous ces travaux ont pour but, dans tous les cas, d'être menés en concertation avec les parties prenantes qui travaillent justement sur ces thématiques-là, les fédérations interprofessionnelles, mais aussi tous les acteurs du réemploi et de la réutilisation, et également seront publiés et disponibles à tous, comme toutes les études à ADEME qui sont menées. Voilà. Merci beaucoup, Marianne. Est-ce qu'il y a des freins spécifiques que vous avez identifiés dans ces études sur lesquels vous pourriez peut-être nous dire un petit mot? Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Qu'est-ce qui bloque pour développer le réemploi Donc effectivement, donc c'est le but de l'étude marge de progression en fonction des produits et des emballages, où on va vraiment avoir une approche sectorielle pour pouvoir identifier les freins et les leviers pour justement le développement du réemploi et justement quelles sont toutes les actions qui vont devoir être mises en place, notamment sur de la recherche et du développement pour justement développer des contenants alternatifs et des emballages alternatifs pour pouvoir répondre à ces contraintes-là. Et du coup, il y a vraiment ce besoin-là, en tout cas, de prise de conscience de ce sujet par tous les acteurs de la chaîne de valeur pour que tout le monde puisse vraiment contribuer
à pouvoir avoir justement les emballages, des emballages réemployés, mais que toute la chaîne de valeur également s'organise et se mette en place pour que ça puisse fonctionner et que ce n'est pas des actions uniques qui vont pouvoir faire en sorte que ça se développera. À grande échelle. Oui, exactement. Ok, merci beaucoup. Justement, on va peut-être passer à la première table ronde pour voir concrètement quelques solutions qui existent et qui fonctionnent, quelques exemples de solutions. Donc, je vous laisse repartir. Merci beaucoup, Marianne. Et j'invite Emmanuelle Auberger et Victoria Benaïm, qui sont... alors, Victoria Benaïm, qui est fondatrice et dirigeante de Fresh Cancan. Merci beaucoup d'être là. Et Emmanuel Auberger, fondateur et dirigeant de Usage. Et puis, on a aussi avec nous, à distance cette fois, Augustin Jacquelin, qui est cofondateur et dirigeant de Lemon Tree. Bonjour Augustin, j'espère que tu nous entends bien. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien aussi. Ça semble parfait. Merci à tous les trois d'être là. Merci pour votre présence. Alors, on a essayé d'inviter des acteurs qui sont présents sur différents maillons de la chaîne, justement, pour montrer un petit peu l'étendue du sujet et l'étendue des solutions que l'on peut proposer. Donc, Fresh Cancan qui propose la partie justement production et sur la restauration d'entreprise, comment on produit en zéro déchet, comment on distribue des repas en zéro déchet. Lemon Tree qui va être plutôt sur la partie collecte, consignation, déconsignation des contenants, et puis Usage sur des solutions de lavage, puisqu'il faut bien laver aussi les contenants réemployables, et de sensibilisation à ces thématiques de réemploi. Donc, je vais commencer par vous demander respectivement de vous présenter, de nous présenter votre structure et en quoi elle répond justement à ces enjeux de réemploi. Victoria, je te propose de commencer si ça te convient. Bonjour à tous. Donc oui, je vais vous raconter un petit peu ce que fait Fresh Cancan. Donc Fresh Cancan, c'est une solution de restauration pour les entreprises. On a différentes offres de services adaptés à toute taille, c'est-à-dire qu'on a une offre en ce qu'on appelle le click et livrer. On commande en ligne avant 10 heures le jour même et on se fait livrer ensuite directement dans l'entreprise. Le frigo connecté, je vais dans mon entreprise, je m'identifie, je récupère mon repas et je vais manger. Ou bien la Fresh Cafette, qui sont des véritables lieux de vie qu'on installe dans les entreprises. Ou encore le Fresh Traiteur, où là, on va pouvoir adresser tous les besoins culinaires 360 degrés des entreprises. Donc Fresh Cancan, c'est une société qui est distribuée exclusivement en B2B. On ne fait pas de B2C, donc il faut avoir un contrat avec nous pour pouvoir bénéficier de nos services. Et le point commun entre ces 4 offres de services, c'est évidemment le zéro déchet, puisqu'on livre nos convives en contenants réutilisables en verre, en zéro déchet. Et on a démarré ça en 2019. Le 6 janvier 2020, on a ouvert notre plateforme 100% zéro déchet. Et aujourd'hui, on continue de se développer. On distribue des milliers de repas chaque semaine en zéro déchet. Donc, on a réussi le passage à grande échelle. Merci beaucoup. Je passe la parole peut-être à Augustin, si tu peux nous dire un mot de Lemon Tree. Volontiers. Donc, rebonjour à tous. Lemon Tree, c'est une entreprise donc, de l'économie sociale et solidaire qui a aujourd'hui 11 ans. Donc, ça fait déjà un moment qu'on développe cette activité. On a une mission qui est vraiment de lutter contre l'enfouissement et l'incinération des déchets avec deux métiers. Un premier qui est de proposer une solution complète de gestion des déchets, principalement aux entreprises, et un second qui est bien spécifique et qui est lié à notre thème du jour, qui est d'installer des automates de collecte pour justement favoriser la captation, la récupération d'emballages en vue de leur recyclage, mais aussi de leur réemploi. Et enfin, on est un acteur présent et Linda le disait sur la partie logistique avec une dimension inclusive puisque on est une entreprise d'insertion et on travaille sur tout ce qui est collecte, tri et conditionnement des matières recyclables ou réemployables.
Merci beaucoup, Augustin, pour cette première introduction. Je passe la parole à Emmanuel. Oui, alors, Usage, on est une entreprise aussi de l'économie sociale et solidaire. On va fêter nos 3 ans dans 2 jours, précisément, le 14 mai. Voilà. Et nous, notre métier, c'est de développer des solutions industrielles pour le réemploi des emballages à destination de la restauration et des produits de grande consommation, donc de l'industrie alimentaire. Et nous, on a une activité très industrielle. Ce que l'on fait, c'est imaginer des très grands lave-vaisselle qui est capable de laver une assiette en 2 minutes. Donc des solutions très industrielles dans lesquelles on va pouvoir mutualiser cet outil pour tout un tas d'emballages. À la fois ceux fournis par French Cancan. Donc on va laver des bocaux, on va laver des bouteilles en verre, on va laver des caisses en plastique pour des industriels de l'alimentaire. Voilà. Donc notre métier, c'est ça, c'est d'être le laveur dans cette boucle d'économie circulaire. On est déjà implanté en Seine-Saint-Denis à Neuilly-sur-Marne, qui est notre première implantation. On a ouvert la deuxième qu'on a inaugurée brillamment avec une forte présence de la Banque des Territoires pour y témoigner à Avignon en février, mais Hugues en parlera sûrement tout à l'heure. Et puis, comme ces boucles d'économie circulaire sont nouvelles à la fois pour les acteurs de l'alimentaire, mais aussi pour les collectivités, on propose un accompagnement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va, comme l'a dit tout à l'heure Linda ou Marianne, comment est-ce qu'on lève les freins, qu'est-ce qu'on choisit pour permettre de passer à la boucle d'économie circulaire du réemploi. Merci. Et alors justement, tu viens de parler de boucles, mais aussi de freins. Comment on arrive à mettre en place ces boucles? Et effectivement, il y a de nombreux freins à ça. Peut-être j'aimerais vous entendre tous les trois réagir sur quels ont été les freins que vous avez pu rencontrer, quels sont les freins qui existent. C'est bien à ça qu'on essaye de s'intéresser aujourd'hui, et comment faire pour les surmonter. Je ne sais pas qui veut commencer, mais avec des domaines et des sujets un petit peu différents, mais finalement tout est assez lié dans ces boucles de réemploi. Peut-être Victoria, si tu veux réagir. Alors, comme on a été assez précurseur, puisqu'on a démarré le réemploi en 2019, il faut savoir qu'en 2019, il n'y avait rien. Il n'y avait pas toutes ces entreprises autour de nous. Donc, nous, on a été obligés d'apprendre à faire tous les métiers. C'est ça qui a été le plus dur, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'on apprenne à trouver le bon contenant. Ça a été le premier grand chantier. Il nous a fallu 2 ans pour trouver le contenant adéquat, qui avait aussi une histoire écologique, puisque faire venir des contenants de Chine, c'est une chose. Avoir des contenants français, ce qui est le cas aujourd'hui, 100% de nos contenants sont made in France. Le sable de Carrière est livré de Belgique dans le nord de la France par voie fluviale, et 30% de la matière contenue dans nos contenants est issue de verre recyclé. Donc trouver encore une fois un contenant qui vient de très très loin avec des matériaux complexe, c'était une chose, mais trouver le contenant qui correspondait à notre volonté, c'était encore autre chose. Puis qu'il y avait aussi la résistance, puisque comme on est dans la livraison, il y a des chocs à chaque étape. Donc ça a été le premier frein à lever. Le deuxième frein, ça a été, maintenant il y a des entreprises qui se développent, mais ça a été la collecte. Donc on a dû créer notre propre collecteur de contenants et notre propre consigne digitale pour pouvoir réussir ce réemploi. Et enfin, le lavage. Alors ça aussi, ça a été très complexe. La productivité, on n'a pas encore totalement fini. On a un sujet d'étiquette à résoudre encore. Mais laver à très très grande échelle un nombre de contenants, c'était aussi un défi. Et donc ça a été les différents freins qu'on a pu rencontrer au cours de ces 2 dernières années, même un peu plus que 2 ans maintenant. Et le dernier frein qui va être, je pense, commun à toutes les entreprises, en tout cas en livraison, qui vont vouloir se lancer dans ce défi, puisque c'est un véritable défi, c'est de trouver un modèle économique. On a beaucoup entendu au démarrage d'entreprises qui nous disaient que c'était impossible de faire du réemploi en étant rentable. Donc croissance durable ou rentable, en fait on peut réussir les deux, mais ça a été un gros challenge. Donc on a dû calculer combien de fois un contenant devait être réutilisé avant d'être rentabilisé. Et donc ça, on est tombé sur 15 réemplois pour que ça devienne même plus économique de réutiliser que de jeter. Mais ça a été un des gros freins, puisqu'il y a beaucoup de pertes, de vols, de casses dans ce schéma. Pour donner un chiffre, on a 25% de nos contenants qui ont disparu en 3 mois. Donc, disparu, ça peut être aussi de
la casse, dans le transport, les chocs. Donc trouver un modèle économique avec le réemploi tout en préservant l'aspect écologique, c'est-à-dire éviter de multiplier l'empreinte carbone, faire attention à la manière dont on lave. Donc justement, là, on est aussi en train de faire l'acquisition d'une grosse machine pour utiliser moins d'eau, moins d'électricité. Donc ça a été tous ces freins. En fait, c'est très global, c'est pas isolé, c'est circulaire. Et donc voilà, il y a eu pas mal de freins. Tous ne sont pas encore relevés, mais avec la persévérance, on va y arriver. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un vrai défi, comme tu le dis, avec des freins tout au long de la chaîne. Peut-être Augustin ou Emmanuel, je ne sais pas lequel de vous deux souhaite réagir et poursuivre aussi sur les freins que vous avez pu rencontrer, que ce soit sur la collecte ou le lavage dans cette boucle. Allez, Emmanuel, je te passe la parole. Hésite, alors j'y vais. Alors, il y a beaucoup de sujets parce qu'en fait, il faut assembler tout un petit puzzle. Alors, comme l'a très bien expliqué Victor, rien n'est très compliqué sur le papier. Le truc, c'est que quand on assemble tous les petits sujets qu'il faut qu'on traite, de la collecte, quel est le bon emballage, etc., c'est pas simple. Alors nous, ça fait 3 ans qu'on fait de la R&D, beaucoup soutenu par l'ADEME, très clairement, qui nous a beaucoup aidé, et y compris d'ailleurs Citeo, que je remercie, pour faire cette R&D et essayer de lever tous les petits freins. Alors moi, si vous me lancez, je vais occuper 1 heure dessus, donc je vais quand même être un peu plus synthétique. Oui, effectivement, comme l'a souligné Marianne, d'abord, on manque d'emballage réemployable aujourd'hui, et Victoria a bien résumé son expérience. Donc là, nous, on est en contact avec beaucoup de fabricants d'emballage pour tester et développer des emballages réemployables. Et puis, le gros sujet, c'est, en fait, il faut être compétitif. Il faut être compétitif de plein de points de vue. D'abord, il faut être compétitif sur, on est dans l'alimentaire, pas question de faire le moindre compromis sur l'hygiène. Donc d'abord, il faut qu'on soit impeccable sur l'hygiène. Et ça, c'est nouveau, donc c'est accessible, mais là encore, il y a plein de petits détails de comment on rédige le cahier des charges sur le réemploi, etc., qui n'existent pas, et donc il faut écrire. Et nous, là, on est en train de préparer notre certification ISO 22000, qui est une certification justement sur l'hygiène et la sécurité alimentaire. Donc ça, c'est un gros point. L'autre, c'est économique, c'est bien beau d'avoir voté qu'en 2040, il n'y aura plus de plastique à usage unique, mais il faut quand même que ça reste acceptable pour les consommateurs. Et donc pour ça, nous, et c'est vraiment l'outil d'usage, il faut qu'on atteigne des quantités industrielles. Et donc il faut à la fois que la boucle s'amorce et puis qu'elle s'accélère pour qu'on soit compétitif d'un point de vue économique et, comme l'a bien souligné Victoria, aussi d'un point de vue environnemental. C'est-à-dire comment est-ce qu'on collecte, puis là je laisserai Augustin peut-être un peu plus détaillé, comment est-ce qu'on collecte efficacement d'un point de vue écologique. Nous, nos machines, pour vous donner une idée, pour laver une bouteille d'1 litre, donc ça c'est une étude qu'on a réalisée avec l'aide de l'ADEME et de Citeo d'ailleurs, pour laver une bouteille d'1 litre, ce qu'on appelle le litre fraîcheur, on a un impact sur les gaz à effet de serre 60% inférieur en réemployant par rapport à l'usage unique. Donc dès la deuxième boucle, on est bien meilleur en gaz à effet de serre. Pourquoi ? Parce que le verre fond à 1500 degrés, donc ça c'est pas très compliqué. Et plus surprenant, parce que j'ai toujours la question, on consomme 7 fois moins d'eau pour laver une bouteille, nous, dans nos machines très industrielles, qu'il n'est nécessaire pour la fabriquer. Parce que quand on la fabrique, on extrait des matières premières, il y a de l'eau, on recycle, il y a de l'eau, dans le process, il y a de l'eau. Voilà. Donc on est beaucoup plus performant environnementalement, mais pour ça, il faut qu'on tourne, donc il faut qu'on soit dans une dimension industrielle. C'est vraiment des transformations profondes de toutes ces habitudes de production, de consommation qu'il s'agit. Augustin, je te laisse nous parler de justement le maillon plutôt collecte, si tu le veux bien. Oui, moi en tout cas, je rejoins tout à fait le sujet un peu de travailler en écosystème, parce que là, on le voit, et c'était souligné du coup par Fresh Cancan, et quand on veut lancer une solution complète, c'est dur pour une structure de travailler sur l'intégralité des maillons. Et on voit d'ailleurs que nos structures, elles se spécialisent. Donc, le rôle de Lemon Tree, c'est de travailler sur 2 morceaux de la chaîne de valeur plus particulièrement. La captation, avec justement des automates qui sont incitatifs, qui sont capables de vous restituer une consigne. Je dirais quelques mots aussi sur ce sujet de la consigne. Et puis la logistique, notamment pouvoir avoir des systèmes un peu de picking, aller chercher des petits gisements qui sont très disséminés à un coût compétitif, difficile à mutualiser avec d'autres systèmes de récupération. Notamment, nous, on collecte aussi des déchets. Or, les matières pour réemploi n'ont pas le statut de déchets, et on essaie de ne pas les mélanger. Voilà, donc d'un point de vue écosystème, c'est un sujet.
L'autre point que je voulais souligner, c'est tout ce qui est adoption par les usagers. Un des freins aujourd'hui, et notamment quand vous avez des systèmes de consignes, bah, c'est un frein à l'achat parce qu'au départ, ça coûte un peu plus cher. Et néanmoins, ce sujet de consigne il est très séduisant parce que, d'abord, si vous l'avez partout, la question ne se pose plus. C'est-à-dire que vous la payez une fois, mais vous la récupérez. Et puis, une fois que vous avez mis les premières pièces, vous pouvez continuer sans ressortir forcément de l'argent. Mais surtout, c'est très efficace. En fait, on voit que le sujet du retour des emballages, et là, encore une fois, ça a été mis en avant, il est primordial. Si on a une fuite de ces emballages, ça devient beaucoup plus coûteux de réinvestir à chaque fois dans le parc. Et la consigne, de ce point de vue-là, c'est extrêmement efficace. Nos voisins en sont une belle preuve. Hein. Les taux de retour, encore une fois, que ce soit pour recyclage ou réemploi, sont extrêmement élevés. Et nous, on défend pas mal cette idée. Et je finirai juste par le sujet de l'approche systémique. En fait, le maillage, il est très important. Et c'est ça qui est un petit peu difficile. C'est-à-dire qu'il faut investir, il faut mettre pas mal d'argent au départ pour que ce soit facile. C'est-à-dire que les points de retour soient nombreux, que vous n'ayez pas à faire des kilomètres et des kilomètres pour rendre. Utiliser des boucles logistiques existantes, notamment celle de la livraison. Voilà, cette dimension d'investissement, elle doit être portée par les différents acteurs de la chaîne. C'est évident que des petites structures comme les nôtres ne peuvent pas investir partout et surtout à une échelle nationale. Donc, nous, on pense que les initiatives territoriales, c'est des très bons démonstrateurs et c'est le point de départ pour que ça fonctionne, qu'on prouve que c'est vertueux, mais il faudra forcément que ça s'accompagne d'une vision plus nationale, avec un maillage dense, avec une consigne qui pourrait être partagée partout. Si je peux juste compléter une chose que tu viens de dire, pour illustrer exactement ce que tu viens de dire, notamment au sujet de la consigne. L'année dernière, on a vécu une expérience incroyable. C'est que une de nos entreprises clientes nous a appelé en nous disant si vous n'enlevez pas la consigne, on arrête. C'est le sujet sensibilisation qui est un véritable frein. Comme tu le dis, si tout le monde utilise la consigne et que ça devient quelque chose d'évident, ça sera un non-sujet. Donc on a été obligé d'arrêter parce que ça énervait les gens de scanner ou de rendre leur contenant et de devoir faire une action après manger tous les jours. C'était pas quelque chose qui était dans les usages de l'entreprise en tout cas. Donc on a été obligé pour cette entreprise d'arrêter la consigne. Et donc il y a encore un petit chemin à faire en termes de sensibilisation et de communication pour qu'on arrive en effet à ce que ce soit généralisé et accepté par tous. Assez édifiant, mais c'est intéressant. Et effectivement, ça amène à une autre des questions qu'on voulait vous poser. Augustin a déjà un petit peu commencé à y répondre. C'est comment on peut passer à l'échelle. On voit qu'il y a des solutions qui fonctionnent. On voit qu'on peut mettre en place des boucles de réemploi sur les territoires. Mais quelles seraient les clés, les leviers pour vraiment changer d'échelle et justement arriver à un moment où c'est généralisé. Donc on ne se pose même plus la question puisque la consigne est déployée partout, les contenants peuvent être interopérables et on peut les déposer à n'importe quel endroit. Tout ça, c'est des choses dont on est encore assez loin. Qu'est-ce que vous identifieriez comme levier, tous les trois, pour réussir ce passage à l'échelle qui est souhaité et qui, de toute façon, va devenir nécessaire avec les obligations réglementaires qui arrivent prochainement? Je vais juste te dire qu'en plus, parce qu'on parle beaucoup des freins, des leviers, effectivement, il y a un levier réglementaire, mais il ne faut pas oublier d'une chose, c'est que tous les sondages montrent que les Français veulent passer à l'action sur l'environnement. C'est pour ça qu'on s'appelle nous usage, et pour remonter, effectivement, on n'est pas encore habitué, etc. Mais on sent, et il y a plein d'études consommateurs qui montrent qu'en plus ce petit geste sur le réemploi des emballages, il est accessible. Donc il y a quand même aussi des choses qui nous portent. Ensuite, on voit bien, je lisais ce matin un article sur les collectivités territoriales et Amorce qui annonce des fortes augmentations des taxes sur les ordures ménagères. Donc il faut sortir du système où on en produit de plus en plus, parce qu'on sait qu'on arrive au bout du truc, quoi. Ça va nous coûter des sommes maintenant délirantes d'incinérer ou d'enfouir.
Donc, de toute façon, on n'a pas vraiment de choix. Et puis, un troisième élément, et puis là, la guerre en Ukraine a vraiment accéléré ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, cette économie de ressources dont vous parliez, Linda, au tout début, là, on l'a en plein dans le pif. Hein. Le verre a augmenté de 40% en 3 mois. Il est peu disponible. Donc, il y avait un reportage sur France 2 la semaine dernière que les viticulteurs ne trouvaient plus de bouteilles en verre. Donc, là, maintenant, on sent la pression du sujet au-delà du cadre réglementaire. Voilà. Alors, nous, très clairement, le réemploi, il y a une limite, c'est la distance. On ne va pas trimballer des emballages sur des distances. Les bocaux de French Cancan ne peuvent pas faire des centaines de kilomètres pour être lavés à Marseille. S'ils ont été consommés à Paris, ça n'a pas de sens écologique et ça n'a évidemment pas de sens économique. Donc, il faut implanter, et c'est valable pour Lemon Tree comme pour Usage, il faut qu'on s'implante cette infrastructure sur l'ensemble du territoire. Il faut essayer de le faire intelligemment. Il y a par exemple 130 centres de recyclage en France qui rend leur modernisation extrêmement complexe. Donc il faut être plus intelligent sur le réemploi. Et donc effectivement, je suis très heureux de participer à ce Hub des territoires parce que les collectivités territoriales ont un rôle à jouer. Il faut qu'elles trouvent la bonne mesure. Là, on a vu des villes comme Grenoble, comme Amiens, lancer des appels d'offres justement pour passer à l'action. Parce que c'est vraiment ça le sujet. Maintenant, c'est comment on va passer à l'action sur le réemploi, comment on s'y prend. Voilà, et puis c'est vrai, c'est des experts comme nous qui pouvons les aider. Voilà, et puis il faut être intelligent. Une commune peut-être de 20 ou 30 000 habitants n'a pas les mêmes problématiques. J'avais reçu les élus de Paris, n'ont pas les mêmes problématiques que des grandes métropoles. Et donc il faut aussi trouver quel est le bon équilibre entre cette distance, couvrir le territoire. Nous, on utilise l'expression de mailler le territoire. Et là, il y a un gros enjeu. Et je finis juste pour rebondir sur ce que disait Augustin. Le gros sujet, c'est que nous, pour que la stratégie 3R du gouvernement qu'évoquait Marianne tout à l'heure, elle se mette en place, il faut que l'infrastructure soit en place. Mais nous, on doit mettre... Enfin, c'est une histoire de poulet d'œuf, j'utilise beaucoup cette expression-là. Qui commence? Si l'infrastructure n'existe pas, les industriels ne peuvent pas basculer. Et nous, comment est-ce qu'on peut investir et se lancer s'il n'y a pas des industriels derrière? Et donc, c'est rompre un petit peu ce cercle qui est un peu compliqué en ce moment et qui, pour moi, aujourd'hui, le premier frein. D'accord, merci beaucoup. Qui se lance d'abord. Voilà, c'est la poule et l'œuf, la vraie question. Et effectivement, tu mets le doigt sur un point important, c'est le rôle des collectivités. Donc peut-être, je ne sais pas, Augustin, si tu veux réagir à la fois sur ces enjeux de massification, de passage à l'échelle, et puis aussi comment vous travaillez avec les collectivités chez Lemon Tree, puisque ça fait partie aussi de vos clients. Oui, alors c'est sûr que d'un point de vue logistique et collecte, c'est évidemment un sujet très local. Hein. Nous, on estime qu'on est pertinent à 150 km, sur un rayon de 150 km autour de nos entrepôts. Donc aujourd'hui, on est présent sur 4 territoires. Les Hauts-de-France avec un entrepôt à Lille, l'Île-de-France depuis Pantin en Seine-Saint-Denis. On couvre la région Aura et encore plutôt les métropoles, du coup, Saint-Étienne et Lyon. Avec un entrepôt à Saint-Étienne et un dernier en PACA à Marseille. Donc, notre enjeu, il est vraiment de pouvoir proposer une solution logistique au plus près des lieux de consommation et au plus près des lieux de lavage, et donc de déployer des entrepôts de massification dans les principales villes de France. Donc là, c'est un appel aussi assez clair aux territoires qui ont envie d'accueillir ces systèmes logistiques. Puisqu'on est en plein dans cette phase de déploiement. Les collectivités, forcément, s'intéressent à ces dispositifs de récupération parce que c'est tout un système autour des producteurs locaux qui peuvent récupérer leurs ressources. Ça crée évidemment de l'emploi et je pense que c'est un point dont il faut absolument parler, encore plus de l'emploi social, puisque nous, c'est une de nos vocations. Pour la petite aparté, donc, on a créé un programme qui s'appelle Lemonade en 2016 pour justement permettre à des personnes éloignées de l'emploi de se former sur ces métiers de l'économie circulaire et précisément sur les éléments logistiques, donc tout ce qui est collecte, tri ou en tout cas vérification de la qualité, et puis conditionnement, parce qu'en fait, il faut quand même préparer tous ces emballages dans des caisses palettes, etc., les massifier pour qu'ils aillent de façon la plus mutualisée possible vers les centres de lavage. Donc voilà, ça c'est un enjeu important, la logistique. On
on avait fait une petite étude avec le BCG en 2020 sur les opportunités d'emploi liées à la consigne, juste sur la brique automates, gestion, maintenance de ces automates et les premiers kilomètres pour aller vers les entrepôts. Et ça créait déjà 2000 emplois. Donc, si en plus ces 2000 emplois sont en partie fléchés vers des emplois d'insertion, bah, c'est une opportunité super pour le territoire. Et moi, je finirais sur le sujet de la législation. Hein. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a une accélération très, très sensible de nos métiers et des opportunités parce que la loi avance, parce qu'il y a une contrainte qui se fait de plus en plus forte. Et heureusement qu'elle est là. La conscience écologique, elle est largement partagée, mais elle ne fait pas toujours bouger les donneurs d'ordre et les industriels suffisamment vite. Et on a besoin que derrière, tout s'aligne pour qu'on passe justement à l'échelle, et au moins à l'échelle nationale. Merci Augustin. Peut-être Victoria, si tu veux dire un dernier mot sur comment on peut justement passer à l'échelle et puis les relations alors avec les collectivités ou les entreprises. C'est vrai que Fresh Cancan est plus encore tourné vers les entreprises, mais comment vous travaillez aussi avec ces acteurs, comment ça se passe? Avant qu'on passe aux questions, parce qu'on me fait signe qu'il nous reste peu de temps. Je vais être brève. Donc, sur le passage à l'échelle, aujourd'hui, on livre un peu plus de 70% de nos clients en zéro déchet. Ceux qui ne sont pas en zéro déchet, c'est qu'ils ont fait le choix de ne pas l'être. Et aujourd'hui, on n'ouvre plus une seule entreprise en biodégradable. Donc, le passage à notre échelle, on l'a partiellement réussi. Ce qui nous manquait, c'était des financements pour nous aider. Justement, on parlait de machines, de gros investissements à faire. Donc, on a eu la chance d'être accompagnés, nous aussi, par l'ADEME pour réaliser ces fameux investissements et notamment, on le disait aussi, limiter les distances géographiques pour récupérer, laver les contenants. Donc, on travaille aussi avec les collectivités sur la recherche de bâtiments. Donc ça, on est en cours là-dessus, puisqu'on cherchait des locaux où on puisse faire à la fois l'expédition de nos commandes, mais aussi la récupération, le lavage et le stockage de nos contenants. Donc, on a eu des aides et des relations avec les collectivités à ce sujet-là pour nous aider à passer à l'échelle, en tout cas territoriale. Et donc, pour lever les freins, je rejoins aussi ce que disait Augustin sur la législation. Au plus les entreprises seront obligées, au plus elles le feront, puisqu'aujourd'hui encore, à offre égale, ça nous est déjà arrivé, alors l'année dernière, pas cette année, mais de perdre un contrat parce qu'on était en zéro déchet, qu'on ne fait plus de biodégradable dans l'entreprise, parce que ça peut être aussi compliqué pour les entreprises, de la conduite du changement. Donc il y a encore quelques freins à lever, donc qui vont passer par la sensibilisation, la communication, la législation, pour nous aider à passer à l'échelle. Et puis, tu en parlais aussi, il y a en ce moment des pénuries qui font que pour un passage à l'échelle, si on a des difficultés pour s'approvisionner, ça va être de nouveaux freins pour le passage à l'échelle, d'avoir en fait une productivité des contenants zéro déchet suffisamment importante avec l'évolution qui est en train d'arriver. Donc il va falloir que les industriels en production suivent le rythme des acteurs comme nous qui réussissons à aller de l'avant. Et par contre, on a besoin de tout le monde pour y arriver. Donc il faut que tout le monde suive au même rythme si on veut réussir ce passage à l'échelle. Merci Victoria. C'est vrai qu'il y a un frein qu'on n'a pas évoqué, mais qui est quand même la crise sanitaire qui a aussi beaucoup ralenti cette transition pour des raisons notamment d'hygiène qui ont freiné psychologiquement aussi beaucoup de gens. On espère que c'est derrière nous, mais c'est vrai que ça peut jouer. Et je pense à un dernier point que Augustin a mentionné, que je tenais vraiment à souligner, c'est aussi que dans ces boucles vertueuses de réemploi, non seulement on crée évidemment une économie plus circulaire, plus durable, mais aussi on crée des emplois en insertion. On est vraiment sur un impact environnemental et social. On ne l'a pas dit, mais chez Fresh Cancan et chez Usage, vous avez aussi du coup créé des emplois pour des personnes éloignées de l'emploi. Et je pense que c'est important d'insister aussi sur ce double aspect, impact fort sur le plan environnemental, mais aussi social. Et c'est aussi pour ça que nous, on est particulièrement mobilisés pour vous soutenir, parce qu'on pense que c'est doublement vertueux. Alors, je vais laisser la place aux questions pour qu'on ait le temps quand même d'échange. Le but, c'est vraiment qu'on puisse échanger avec à la fois les personnes qui sont là, présentes avec nous en physique, mais aussi toutes celles qui sont connectées à distance. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Alors, il y a un micro qui circule. Merci, Adrien.
Alors, pour être un peu plus positif sur la consigne, en fait, mon dernier emploi avant celui-ci, j'étais au Crous. Et en fait, on a mis en place pendant le Covid du réemploi, notamment sur le plateau de Saclay où tous les étudiants étaient là, mais aussi beaucoup d'administratifs. Et la consigne, ça bloquait. Donc, on a fait une question de sémantique, en fait. On vendait les plats avec 3 € de plus si c'était avec le bac. Et si on revenait avec son bac, eh ben, on déduisait les 3 €. Donc, il y avait la consigne, mais pas noté consigne. Et du coup, on a eu 90% de réussite. C'est un truc idiot, mais c'était juste le mot qui, pour eux, était un peu bloquant. Oui, non, je ne vais pas m'emmerder à rebalader avec des plats. Et là, on leur disait, tu gagnes 3 €. Ah bah oui, alors je vais revenir. C'est un truc bête, mais ça a marché. Et on a pu développer ça parce qu'on avait à la fin 9000 contenants réemployables qui revenaient dans la boucle de nettoyage assez facilement et avec le sourire parce que content de gagner 3 €. C'est bête, mais ça marche. Oui, comme quoi, je ne sais pas si l'un d'entre vous veut réagir sur cette dimension peut-être psychologique, incitation positive en fait, plutôt que négative sur la consigne peut-être. Moi, je vais rebondir d'une autre façon. C'est qu'en fait, il n'y a qu'en expérimentant, en testant, en ajustant un petit peu le modèle, comme l'a très bien fait le Crous, c'est à Versailles, hein, c'est ça. En ajustant un tout petit peu le modèle, hop, on arrive à déclencher. Bah, ça, on s'en rend compte que quand on se confronte à la réalité de se lancer, comme l'a fait Franche Cancan, bah, faut essayer, puis après, on s'ajuste. Hein. Et nous, on s'ajuste en permanence sur plein de petits sujets comme ça. On découvre plein de choses. Oui, nous, c'était le fait de devoir flasher tous les jours le QR code, et particulièrement pour les cadres dirigeants qui ont remonté des nuisances à le faire quotidiennement et à aller le déposer dans un collecteur. Alors voilà, donc Célia, qui est notre chargée de projet RSE, c'est son sujet en ce moment, la consigne, mais on peut se rapprocher aussi d'acteurs qui ont peut-être expérimenté des bornes, qui est dans l'entreprise, en tout cas, peut-être la meilleure solution, puisque nous, c'est un système où via l'application mobile, on scanne un QR code et ensuite on va déposer son contenant, et ce scan quotidien était un frein, mais en effet, on ne s'arrête pas au frein en se disant la consigne ne marchera pas. C'est le sujet numéro 1 du moment, de savoir comment on va pouvoir lever les freins en entreprise, puisqu'il y avait en effet 2 € à gagner, nous, 2 € sur le plat, 1 € sur l'entrée et le dessert. Et en fait, ce qui se passait, c'est que tout le monde appelait le service client pour demander le remboursement sans scanner. Donc, voilà. Mais c'est en expérimentant, en testant qu'on a pu voir comment ça se passait. Voilà. Après, on nous a aussi dit, vous n'avez pas confiance en nous, on n'est pas des voleurs. On a eu le droit aussi à ce type de remarques, puisqu'on est dans un cadre professionnel en entreprise. Et donc, on avait aussi nos contacts B2B qui nous disaient, mes employés ne sont pas des voleurs, ils vont vous rendre vos contenants. Donc, on a été confronté en fait à tout ce type de choses. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. Ça veut juste dire qu'il faut qu'on continue de l'évangéliser pour que ça puisse fonctionner à très grande échelle avec de nouveaux acteurs qui émergent sur la consigne. Et on sera ravis quand tout le monde prendra le pli de la consigne, comme nos voisins européens, comme ça a été très justement dit. En tout cas, nous, ce sera un véritable soulagement que ce frein psychologique soit levé d'une manière ou d'une autre dans l'entreprise. Changer les habitudes, c'est toujours très difficile. Augustin, tu souhaites réagir sur la consigne, sujet que tu connais? Oui, forcément, c'est un sujet, ça fait 10 ans que nous, on se bat pour le déploiement massif de la consigne. C'est important que ce soit facile, et c'est très juste ce que disait Victoria. Il faut qu'on puisse rendre facilement. Là, on parle beaucoup de contexte, type entreprise, etc., mais vous prenez, et ça va intéresser les collectivités, tout ce qui est festival, manifestation publique, etc., on voit beaucoup de contenants consignés type gobelet. Mais si vous devez faire 1 heure de queue pour récupérer votre consigne, c'est compliqué. Donc, tout ça, c'est des petits irritants qu'il faut qu'on lève. Et puis, c'est bien de parler aussi de pouvoir d'achat, parce que c'est au centre des préoccupations. Et là, quand on se parle de consigne, de retenue d'argent, ça peut faire un petit peu peur, surtout qu'au départ, c'est quand même bien de l'argent qu'on sollicite. Hein. Oui, la sémantique peut être intéressante de faire, en tout cas de la faire évoluer, mais surtout quand on a bien compris le mécanisme, c'est-à-dire qu'à la fin, c'est de l'argent qu'on récupère et qu'on a l'assurance que ce sera facile de le récupérer, progressivement, on va pouvoir lever un peu ces freins psychologiques. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions
dans la salle ou en ligne? Oui, moi j'avais peut-être une question sur les différents types de contenants alimentaires. J'ai l'impression qu'on a parlé donc à la fois des contenants de la restauration collective d'entreprise. On va parler tout à l'heure dans la table ronde de la restauration scolaire. On a parlé de la consommation hors domicile. On a parlé parfois aussi d'emballage secondaire. Et je voulais peut-être vous poser la question à tous les trois. Pour vous, quels sont les segments qui sont un petit peu les plus mûrs, que ce soit dans cette segmentation un petit peu de marché ou par rapport à des usages, et aussi par rapport au type d'emballage. Donc on a parlé beaucoup du verre, mais on voit également du plastique, du carton. Est-ce que vous voyez des différences en tout cas ou des freins différents sur ces matériaux? Je peux prendre, je peux commencer si vous voulez. Je ne sais pas si tu laves que du verre ou du plastique, mais en tout cas, nous, on a tout essayé avant de choisir le verre. On a essayé donc différentes sortes de plastique, le bioplastique et autres. Donc déjà, le bioplastique, c'est pas du tout recyclable parce que quand il y a un mélange de matière, on peut plus le recycler du tout. Le plastique, on s'est rendu compte qu'avec les couverts en inox et notamment le couteau, ça crée rapidement des fissures. Et en fait, on a des prélèvements de surface qui sont effectués tous les mois par un laboratoire extérieur. Et donc, à partir en fait, quand il y a une fissure dedans et qu'il y a des particules qui se mettent, ça se lave mal. Et au bout d'un certain nombre de réemplois, ça passait plus les tests d'hygiène. Donc, on a renoncé au plastique, nous, de notre côté, parce qu'on a des couverts en inox. Peut-être que d'autres acteurs qui n'utilisent pas de couverts réutilisables ou d'autres types de couverts n'ont pas rencontré ce problème-là. Mais nous, en tout cas, on a banni le plastique quand les tests se sont révélés négatifs pour se concentrer sur le verre, qui pour le coup, ça fait déjà 2-3 ans qu'on a des tests tous les mois dans notre laboratoire, passe tous les tests d'hygiène, donc on est resté sur les verres, et on a un parc de 50 000 contenants aujourd'hui en activité, donc on a vraiment fait un passage à l'échelle avec ce matériau-là, mais par rapport à nos contraintes liées au couvert. Voilà, je vais essayer d'être rapide. Nous, chez Usage, on lave tout. Du verre, de l'inox et différents types de résine plastique, soit pour faire des bouchages, soit pour faire le contenant. Chacun des matériaux a des avantages et des inconvénients. Voilà. Le verre, vous en avez plein dans votre cuisine, les verres et les céramiques, parce que c'est très facile à laver. Donc, comme montre l'expérience de Victoria, c'est ce qui est le plus évident pour le réemploi. C'est aussi votre bouteille de coca quand vous allez au café, hôtel, restaurant. Elle est bien en verre pour être réemployée. L'inox, c'est ce dont il va être beaucoup les questions tout à l'heure dans la table ronde autour de la restauration collective. Là aussi, vous en avez plein dans votre cuisine parce que c'est très facile à laver, mais c'est pas facile à fermer et ça coûte très cher. Le verre, pardon. Il y a des inox maintenant micro-ondables en plus. Mais ils sont rares, les inox micro-ondables. Ils sont rares. L'inox, c'est très cher. Le verre, c'est pas cher, mais c'est lourd. Et les plastiques, donc là, on est dans 3 programmes de recherche et développement différents avec des dizaines et des dizaines de plasturgistes qui ont compris que la fin de l'usage à unique, il faut quand même maintenant qu'ils se réinventent. Donc c'est un peu le syndrome Kodak pour eux. Et là, ils s'activent vraiment. Mais ça prend du temps de développer des nouveaux emballages, de tester. C'est complexe. Les résines plastiques, il y en a beaucoup, mais on va trouver des solutions, y compris en plastique. Je pense particulièrement pour la restauration à emporter, par exemple, ou livrer. Voilà, il y a une loi qui est 1er janvier 2022 dans la loi AGEC, le portage à domicile pour les personnes âgées devrait déjà être passé au réemploi. Donc je peux vous informer que ce n'est pas le cas, ou extrêmement ponctuellement, parce qu'en fait, il n'y a pas d'emballage encore aujourd'hui disponible, mais là, il y a un gros effort de recherche maintenant pour y aller. Donc ça va avancer vite, ça. Moi, je vais plutôt parler des segments, parce qu'effectivement, sur les matériaux... je partage tout ce qui a été dit. En termes de segments, effectivement, ils sont multiples. Là, on n'a pas du tout parlé de tout ce qui était grande conso, ou en tout cas moins, mais voilà, nous, on pousse des systèmes dans les magasins. On voit qu'en Allemagne, 70% des bouteilles qui sont consommées sont réemployables. C'est colossal. Donc, c'est vraiment entrer dans les habitudes de grande consommation. Je mentionnais, ça concerne grande conso, à la fois des bouteilles, mais aussi des bocaux. Après, c'est sûr, comme la valeur des bouteilles est plus importante, forcément, on s'y intéresse davantage. Et je mentionnais aussi tout à l'heure tout ce qui est événementiel. En fait, le réemploi, il est présent depuis des années dans tout ce qui est festival, etc. C'est beaucoup du gobelet plastique.
mais ça fonctionne bien. Et puis après, voilà, on a parlé effectivement des boîtes repas donc, qu'on a en distribution, enfin, restauration collective ou vente à emporter. Donc ça concerne quand même beaucoup, beaucoup de segments et des milliards d'emballages en fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on enchaîne sur la table ronde suivante? Je vais tout d'abord vous remercier vivement tous les trois pour votre présence et pour vos interventions. Et on va passer donc à la seconde table ronde pour cette fois donner un peu la vision des collectivités, leur retour d'expérience. Je vais laisser la place à ma collègue Alexandra qui va l'animer. Merci Linda, bonjour à tous. Et j'invite donc Nathalie à nous rejoindre en personne. Et on a aussi également monsieur le maire, Éric Audibert, le maire de Montfort-sur-Argens qui nous rejoint normalement, ainsi que Hugues Fortuna pour la ville d'Avignon. Et donc l'idée et l'enjeu peut-être de cette deuxième table ronde, c'est d'avoir un retour d'expérience également des collectivités qui sont passées au réemploi ou qui sont en cours de passage du réemploi, d'identifier un petit peu les freins et également les leviers pour lever ces différents freins. On va commencer peut-être par un petit tour de présentation, un petit tour de table. Je vous invite peut-être à vous présenter votre organisation en commençant Nathalie. Et ensuite, on fera peut-être Monsieur le maire et Hugues Fortuna. Donc, Nathalie Beugnot, je suis la chef du projet Tremplin, qui est la transition vers le réemploi et l'innovation. C'est un regroupement de recherche, d'innovation et d'achat de collectivités publiques. J'en dis un peu plus maintenant ou j'attends? On peut faire par la suite. Monsieur le maire. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Éric Audibert, je suis viticulteur et maire de Montfort-sur-Argens et président depuis presque 2 ans du syndicat intercommunal de valorisation et d'élimination des déchets, donc en Provence verte, autour de Brignoles. Et Monsieur Fortuna. Bonjour à tous. Donc Hugues Fortuna, je suis le directeur de la restauration de la ville d'Avignon et plus particulièrement de l'outil principal, la cuisine centrale. Donc peut-être aussi, est-ce que vous pouvez nous présenter en quoi vos organisations s'intéressent au réemploi? Et on va faire ça peut-être en 2 temps. On va parler d'abord de la restauration scolaire avec Nathalie et Hugues, et ensuite on parlera un petit peu de la consigne pour réemploi mise en place en Provence. Alors, comme il a été dit, on a plusieurs textes, codes, règlements qui nous poussent vers le réemploi, évidemment. Et l'objectif de Tremplin, c'est d'anticiper en fait ces textes et de trouver des solutions avec les industriels pour aller vers ce réemploi le plus facilement possible et surtout pour travailler ensemble à des contenants réemployables qui soient le mieux possible et en limitant les impacts parce qu'il y en a énormément et en expliquant aussi aux industriels quels sont nos objectifs, de quoi on a besoin, parce qu'on voit qu'il y a un vrai besoin de travailler sur ce sujet-là. Donc ça, c'est un point important, c'est de trouver des solutions qui soient pérennes et efficientes et qui puissent être développées à grande échelle. Tremplin, c'est quoi? C'est un regroupement de très grosses cuisines centrales. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'on s'est réunis. On fait 150 000 repas jour à nous 6, donc c'est beaucoup. On a les plus grosses cuisines centrales françaises, 45 000 couverts jour, 35 000 couverts jour. Donc si nous, on arrive, globalement, on a des chances que ce qu'on va avoir comme solution, ça peut être duplicable. Et c'est l'idée du projet Tremplin. Peut-être pour prendre en exemple, Monsieur Fortuna, si vous pouvez nous parler un petit peu du processus, un petit peu de la ville d'Avignon, pour passer ces cantines justement au réemploi, notamment des bacs en inox. Oui, alors, première particularité, on ne fait effectivement pas partie des plus grosses unités cuisine centrale. On est plutôt dans la moyenne province avec 5 à 7 000 couverts jour maximum, 700 000 couverts annuels. Et la volonté du réemploi, elle s'est inscrite, je dirais, dans la foulée d'une démarche plus globale suite à la municipalisation de la restauration.
La ville d'Avignon était en restauration concédée jusqu'à septembre 2015 et en septembre 2015, donc la ville a fait le choix de reprendre en régie directe, en gestion directe, donc sa restauration collective. Et donc, avec une consigne simple, c'était de mieux manger. Donc, les premiers travaux ont été essentiellement menés sur effectivement une capacité à s'approvisionner en produits locaux, en produits de qualité, à justement tisser un réseau et des liens dans le domaine essentiellement de l'approvisionnement. Et très vite, à travers les états généraux de l'alimentation, mais aussi les lois qui ont commencé à poindre, comme les deux lois qui ont été citées très clairement, qui sont les lois AGEC et EGalim, la ville a voulu faire le choix de passer au réemploi, puisque jusque-là, nous fonctionnions sur la base de la liaison froide avec la livraison de 40 sites en barquettes polypropylène. Donc, on avait d'abord fait un choix d'études sur des barquettes, je dirais, que l'on qualifie de qualitatives ou de, je dirais, plus vertueuses pour l'environnement, donc bagages de canne à sucre ou autres, carton, etc., etc. Mais on s'est très vite rendu compte que ce n'était pas la solution, puisque on produisait toujours nos 15 à 20 tonnes de déchets annuels du fait de l'usage unique. Donc, il a fallu effectivement aller vers le réemploi et on a commencé à effectivement étudier les différentes typologies de conteneurs ou de contenants utilisables, donc le verre, l'inox et autres. Et c'est vers l'inox qu'on a été obligé de se diriger. Alors d'abord, effectivement, un peu contraint parce que l'inox fait peur dès le moment où on parle de contenants, puisque, à titre de comparaison, pour être dans une moyenne, il faut considérer que l'on met 24 portions dans 150 grammes de plastique en termes de poids du contenant, alors que quand on met 24 portions dans de l'inox, c'est 2,2 kg de contenant. Donc vous voyez très vite qu'il y a un premier véritable problème qui s'installe, qui est le problème du poids du contenant. Voilà. Donc cette volonté du réemploi, elle a sous-entendu énormément de réflexion. Mais à notre échelle. Donc, il a fallu penser à, je dirais, un contenant ou à, je dirais, un nombre de contenants qui soit adaptable à des livraisons cohérentes dans chaque restaurant, puisque nos restaurants scolaires vont de 15 à 300 couverts. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une adaptabilité à avoir en termes de contenants. Et puis ensuite, il y avait surtout un véritable inventaire à faire sur les moyens existants qui pouvaient être réutilisés ou redirigés, les éléments qui étaient à changer. Alors, ça passe des véhicules de transport, en passant par les systèmes de conditionnement, en passant par les moyens de stockage aussi bien à la cuisine centrale que dans les restaurants scolaires, parce qu'on n'est plus du tout dans les mêmes poids. Mais aussi avec les moyens de remise en température, puisque une barquette avait un format qui était un format, je dirais, relativement petit. On était obligé de passer sur des contenants plus grands. Donc toute cette étude, c'était un véritable inventaire au départ. Et puis ensuite, et surtout, il y avait la solution du réemploi. Ça sous-entendait qu'il y avait à trouver aussi des zones de stockage et surtout, les moyens de laver. Parce que le gros problème dans la réutilisation, c'est le lavage. Or, la cuisine centrale, de par son implantation sur le marché d'intérêt national d'Avignon, elle est dans une zone enclavée où il était très peu concevable d'imaginer une extension qui soit contiguë à la cuisine centrale. Donc, on a fait le pari initial de louer un hangar supplémentaire qui était en relative proximité. Donc, c'était une surface qui fait à peu près 200 mètres carrés. Et ensuite, de commencer à travailler sur une étude initialement de laverie en fonds propres avec tout ce que ça sous-entend. Et c'est à ce moment-là qu'on a entendu parler effectivement de ces nouveaux métiers que vous avez mis en valeur lors de la première table ronde, ô combien intéressante, et notamment l'existence d'Usage, donc cette nouvelle entreprise donc fondée par Emmanuel Auberger, qui justement propose une solution de lavage de tous ces contenants. Voilà. Merci, Monsieur Fortuna, pour ce témoignage. On entend justement donc en frein, vous mentionnez donc le poids
du contenant, le poids de l'inox, mais que vous avez finalement quand même décidé d'utiliser. On entend aussi toute une réorganisation aussi interne, que ce soit au niveau des équipes, que ce soit au niveau de la logistique, et le besoin d'espace en fait également pour ces cantines qui passent au réemploi. Nathalie, est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter d'autres freins également que vous voyez parmi les différents syndicats de la restauration scolaire que vous représentez ? Oui, alors comme il y a justement des syndicats et des villes, parce qu'il y a Toulouse, Rennes, Nantes et au niveau syndicat Civu, Bordeaux, Mérignac, Sirec et Ciresco, on identifie aussi des problématiques qui sont légèrement différentes, mais globalement, il y a déjà la peur. Les personnes en cuisine ou même dans les offices voient arriver des bacs inox, donc fermés par exemple, donc ils ne voient pas ce qu'il y a dedans. C'est un truc idiot, mais voilà. Il y a le poids, donc ils ont la peur du poids. Au niveau de la logistique, il y a les problématiques de livraison, c'est-à-dire que toutes les écoles n'ont pas d'accès facilité. Donc tous ces points-là font qu'on doit complètement refondre de la livraison, la production, le conditionnement et le service. Et ça veut dire que tout le monde doit être autour de la table à travailler ensemble, et c'est pas toujours facile pour des directions différentes, pour voir quand on est dans un syndicat, des villes face à un syndicat intercommunal, de pouvoir travailler ensemble et de trouver des solutions pérennes pour tout le monde. Parce qu'une personne qui va avoir tendance à vouloir ouvrir le bac pour vérifier ce qu'il y a dedans va perdre l'inviolabilité du contenant. Quelqu'un qui va porter 4 kilos, 5 kilos par bac va mettre 2 fois, 3 fois, 4 fois plus de temps à le faire. Les fours sont adaptés au plastique, tout est adapté au plastique. Les fours sont adaptés aux barquettes plastiques. Donc les pas de four ne sont pas adaptés aux bacs inox, par exemple, que ce soit dans les cuisines que dans les offices. Ça veut dire tout repenser de bout en bout, en plus du stockage, etc. Au niveau de tremplin, 50% à peu près, on réfléchit à une laverie internalisée, 50% à une laverie externalisée, pour différentes raisons, parce qu'on a aussi une question sanitaire forte, très importante. Quand on est sur des contenants réemployables, et Fresh Cancan l'avait aussi bien dit, il faut qu'on garantisse lors des 2e, 3e, 4e, 10e, 50e utilisations que le produit est complètement, le contenant est complètement sain, surtout au niveau du couvercle, où il y a des joints en silicone avec des retours, et c'est la problématique, c'est pas du tout la même chose. Et peut-être aujourd'hui, pour cette première partie sur la restauration scolaire, aujourd'hui dans le groupe En Tremplin, quelle proportion peut-être des syndicats que vous représentez est passée au réemploi ou est en cours de passage ? Alors, tout le monde est sur la première partie test. Le groupement de commandes, l'idée c'est quoi ? C'est prendre 1 an avec les industriels pour avancer, parce qu'on n'a pas encore la solution parfaite. Donc on a fait un marché en 2 temps. Un premier temps de recherche et développement innovation, dans lequel on va acheter des prototypes, on va valider les prototypes avec eux, on va avancer avec l'ADEME aussi, parce que c'est un sujet que l'on suit avec l'ADEME, pour être sûr qu'à la fin, quand on va acheter en masse, ça sera les bons contenants. Et on n'a pas fermé de porte, on a lancé un marché verre et inox. Voilà. Donc on voit la diversité des contenants. Monsieur Forgien, vous voulez ajouter quelque chose ? Alors non, il y a effectivement ce que j'appelais l'inventaire initial, c'est bel et bien tout ce que disait Madame sur cette difficulté et cette adaptabilité ou réadaptation des matériels. Donc, alors effectivement, on a dû faire évoluer certaines choses, mais un bon inventaire permet quand même de limiter, entre guillemets, le réinvestissement. Il faut savoir que sur les 55 fours de remise en température présents sur le périmètre d'Avignon, on a été obligé de changer uniquement 14 fours. Pour le reste, on a changé uniquement les racks intérieurs qui ont permis de changer le pas, effectivement, l'entretoise entre ce qui était pour une barquette et ce qui est aujourd'hui nécessaire pour un contenant inox. Et puis, ces fours ont la capacité d'être, je dirais, reparamétrés de façon à avoir une température légèrement supérieure pour permettre la remise en température correcte des bacs inox.
Mais effectivement, il y a tout un travail qui se fait à chaque niveau. Il faut savoir par exemple que notre réflexion s'est aussi portée sur le transport, parce que si les volumes sont suffisants et bien suffisants parce qu'on travaille en véhicule 3,5 tonnes, le poids est très vite un gros problème et les charges utiles dans les véhicules sont très vite une véritable contrainte, quoi. On va revenir justement sur cette question de la logistique. Monsieur le maire, monsieur Audibert, vous avez pris le parti de travailler sur le réemploi via la consigne des contenants en verre, en tout cas même des bouteilles en verre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de ce qui est mis en œuvre sur votre commune ? Oui, alors c'est un peu plus que la commune. D'ailleurs, je vais vous présenter rapidement le syndicat, donc le CIVED-NG. Il est issu d'une fusion donc, depuis 2017, puisqu'avant ce syndicat œuvrait sur un périmètre plus étroit. Aujourd'hui, donc c'est 54 communes pour environ 160 000 habitants. Et donc là, pour la compétence traitement des déchets, et pour la collecte, donc uniquement 28 communes, soit environ 100 000 habitants. Donc, toujours pour donner quelques ordres de grandeur, puisqu'on a parlé quand même tout à l'heure de maillage, pour rebondir sur la densité, vous allez voir que chez nous, on est en zone rurale, on traite environ 50 000 tonnes d'ordures ménagères par an, et le coût pour les habitants est environ 185 € par an et par habitant, donc concernant la collecte et le traitement. Donc, une fois que j'ai dit tout ça, comment on en est venu à la consigne? Donc, c'était il y a quelques années, et je dois dire que je vais parler sous le couvert de Michael Schneider, qui est aussi relié en visio et qui est le directeur d'Ecosciences Provence, puisque le CIVED-NG s'est fortement appuyé sur Ecosciences Provence pour développer cette consigne. Et d'ailleurs, c'est Ecosciences qui l'a développée dans un partenariat étroit. C'était il y a environ une quinzaine d'années, donc on travaillait sur le commerce engagé pour tout ça, et, évidemment, essayer de réduire la production de nos déchets. Et chaque fois, donc visiblement, dans les discussions, la notion de la consigne revenait. Est-ce qu'on peut remettre en service des consignes, puisque pour la plupart, nous l'avions connu. Bon, là, Ecosciences s'est focalisé sur la consigne de la bouteille de vin, puisqu'on est dans une région viticole, production de rosé, donc le rosé, consommation rapide, un cycle court, donc ça paraissait assez opportun de pouvoir travailler là-dessus. Et on l'a dit, enfin vous l'avez dit précédemment aussi, chaque fois que les citoyens étaient questionnés, qui disait oui, nous sommes favorables à la consigne. D'ailleurs, tout à l'heure, j'y reviendrai, je pense, mais on voit qu'il y a le passage entre la volonté et l'action. Il va falloir franchir tout ça. Donc là, Ecosciences a poursuivi donc, ce travail. Et le premier frein à lever, puisque pour pouvoir travailler sur la consigne, il fallait avoir des producteurs de vin qui s'engagent dans cette thématique-là, c'était supprimer l'image de piètre qualité qui était associée à la consigne de vin. Peut-être vous avez en tête les bouteilles 5 étoiles, les vins consignés, on ramenait. Malheureusement, c'était de piètre qualité. Lorsqu'on parle aujourd'hui de consigne, il faut réussir à vaincre cette image-là. On y parvient. Et, enfin, d'une manière générale, ce thème-là d'aller contre nos habitudes et nos idées préconçues, ça va être, je pense, un des gros freins à lever pour développer la consigne un peu de partout. Le travail s'est opéré donc, en analysant les cycles de vie entre le recyclage et le réemploi, et très très rapidement, donc, puisque le bilan carbone sur une bouteille de vin, il est constitué pour 50% par la bouteille et son emballage. Donc, vous voyez, l'intérêt à travailler sur la consigne de la bouteille en verre, il est rapidement mis en exergue. À la mise en place, les premières difficultés donc, sont apparues. La principale, la colle sur les étiquettes. Il a fallu travailler sur la colle, introduire donc des agents hydrosolubles pour que le lavage soit le plus efficace possible. Deuxième frein, c'est le stockage.
on a de la consigne, il faut stocker, et il faut stocker aussi dans de bonnes conditions ou des conditions adaptées. On revient là aux étiquettes, puisque lorsque ça séjourne un certain temps au soleil, eh bien les facultés de la colle ne sont plus les mêmes, donc il faut stocker comme il faut. Notre frein encore, enfin un frein, petit écueil, c'est lorsqu'un producteur était engagé, il avait choisi de passer à la consigne, préparer ses étiquettes avec la bonne colle, il remportait une médaille dans un concours et là il collait sa médaille avec une colle non hydrosoluble. Dommage. Donc là, ça met en avant la nécessité de travailler aussi très largement, tout imaginer de ce qui peut se passer lorsqu'on cherche à mettre en place une consigne. Évidemment, la notion d'hygiène a été un point fort à passer, puisque là, ça a été un process HACCP qui a dû être mis en place parce que il fallait garantir l'hygiène des bouteilles qui allaient revenir du lavage. Malheureusement pour le lavage, puisque visiblement nous, on n'a pas la chance d'avoir usage dans le coin, et M. Auberger peut-être pourra développer une structure par chez nous, mais aujourd'hui ça s'effectue dans la Drôme, donc ça veut dire quelques kilomètres, ça reste quand même écologiquement intéressant, puisque lorsque on recycle du verre, c'est plusieurs heures à haute température, je crois que c'est 1400 degrés pour réussir à réutiliser, à recycler du verre, alors que le lavage, c'est seulement quelques minutes à environ 80 degrés. Donc, sur la consommation d'énergie, y compris avec le transport, on s'y retrouve. Ça a nécessité la mise en place d'un réseau, donc de producteurs, de commerçants qui s'engagent ceci. Aujourd'hui, la GMS s'y met, et notamment, on a une enseigne qui a accepté aujourd'hui l'installation d'un collecteur à consigne mis en place par les Montries, donc M. Jacquelin qui intervenait précédemment. On parlait tout à l'heure, il y avait dans les questions quels matériaux aussi pouvaient être réemployés. Il y a un travail aujourd'hui qui est mené par Ecosciences Provence sur les boîtes à pizza. Aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens consomment de la pizza, vont la chercher dans les camions, et la boîte est utilisée, la boîte en carton est utilisée seulement quelques minutes, en général là aussi de gros volumes ou tournage de déchets. Et donc là, c'est une boîte en tissu qui est imaginée et qui serait la propriété donc, du consommateur. Donc effectivement, beaucoup de freins, vous voyez, dans notre territoire rural, ce maillage, ce réseau, cette densité, ces transports, c'est un frein qu'il va falloir réussir à lever, réussir à intéresser, je pense, des industriels pour s'implanter un peu plus chez nous et réussir, donc, alors, pour, je pense, lever ces freins, ça va être toujours de communiquer, de sensibiliser nos concitoyens, parce qu'on a besoin, nous, absolument les collectivités, de faire réduire, de faire diminuer les tonnages de déchets produits. Tout à l'heure, quelqu'un le disait, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères va exploser. Oui, lorsqu'on est dans un secteur rural, on n'a pas d'autre solution que l'enfouissement. Alors, je tiens à le préciser, l'enfouissement aujourd'hui qui ne se fait sans polluer l'environnement, puisqu'il y a deux barrières. On empêche les déchets de se diluer dans nos terres, puisqu'il y a une membrane qui empêche toute infiltration. Il y a aussi de l'argile. Enfin bon, on essaye de le faire proprement, mais ça coûte cher. Et surtout, c'est très taxé avec la TGAP. Donc, voilà pourquoi les coûts d'élimination des déchets dans les zones rurales sont élevés. On n'a pas d'autre alternative, donc il faut absolument tendre à diminuer nos déchets. Sur la consigne, c'est un besoin de massification. Aujourd'hui, chaque producteur de vin a sa bouteille, plus élancée, plus haute, plus dense, plus lourde. Je pense que pour qu'on réussisse à vraiment réussir à mettre en place une consigne dans notre territoire, sur la bouteille de vin, c'est peut-être imaginer une bouteille standard, typée, que tous les producteurs qui veulent s'engager dans cette voie utiliseraient pour la consigne.
Énormément de prévention et de sensibilisation à mettre en œuvre. Il faut que ça passe par là, qu'on réussisse à convaincre l'ensemble de nos administrés que c'est une absolue nécessité. Ça nécessite, à mon sens aussi, un positionnement fort de la puissance publique, au-delà des collectivités. Alors certes, il y a des lois aujourd'hui qui ont été promulguées, qu'on doit appliquer, mais je pense qu'il faut aller un peu plus loin encore. Très clairement, je pense qu'aujourd'hui, le lobby de la pétrochimie et du plastique, qui, si je ne m'abuse, est le meilleur rendement économique pour la transformation du pétrole. Donc, il faut vraiment qu'on aille lutter contre ça, et ça, il n'y a que l'État qui pourra le faire. J'espère, en s'appuyant sur Citeo aussi, pour que on puisse prélever à la source, entre guillemets, un peu des fonds pour nous inciter derrière, nous permettre de développer la consigne de façon dynamique et importante. Vous l'avez abordé aussi précédemment, c'est modifier les habitudes. Moi, c'est vrai que j'ai été surpris d'entendre que des cadres dans les entreprises trouvaient agaçant de devoir scanner des contenants. Finalement, c'est pas si étonnant que ça. On a habitué pendant des années les personnes à la facilité. C'est très facile de prendre un emballage, un contenant et de le jeter. C'est très facile à très court terme. On voit que sur le long terme, c'est beaucoup plus pesant parce que ça pollue absolument de partout. Donc, c'est changer ces habitudes-là. Je pense qu'il va falloir, c'est sans doute déjà le cas, mais s'appuyer sur des sociologues pour comment réussir à faire passer nos citoyens de l'intention à l'action. Il faut que ça soit facile, oui, mais moi, des choses faciles qui fonctionnent et qui révolutionnent, qui reviennent sur cette notion-là de confort. Je n'y crois pas. Je crois qu'il va falloir que tout le monde prenne conscience que ce qu'on a cru facile un temps, ce n'est pas une solution et qu'il faut revenir là-dessus. Il va falloir inciter financièrement, je ne sais pas si c'est par la loi, par la fiscalité, pour qu'une TVA absolument réduite sur les contenants consignés soit appliquée et permette de développer réellement la consigne. Moi, j'aimerais absolument éviter le coercitif. Je préfère l'incitatif, inviter les gens à faire, leur faire comprendre, même si dans l'éducation, bien souvent, lorsque l'incitation ne fonctionne pas, il faut aller vers la coercition. Bon, voilà. Et je crois que au bout, il faudra que la consigne soit économiquement plus intéressante, que le réemploi soit économiquement plus intéressant que le fait de jeter. Voilà, c'est là-dessus, tous les industriels pourront se développer. Il y en avait quelques-uns à la première table ronde. Je pense que ça passera par là. Merci, Monsieur le maire, pour ce témoignage très complet. En tout cas, on a eu donc l'intervention à la fois de métropole, d'une grande ville, de territoire aussi rural. On a vu syndicats donc de déchets s'emparer du sujet de la consigne et du réemploi, les syndicats de la restauration collective également. Je ne sais pas si on a des questions en ligne ou dans l'audience également de la part de collectivités ou pour les représentants aussi de collectivités. Ouais, on a parlé de plusieurs échelles de cuisine collective pendant cette table ronde. On a justement une question dans le chat sur les petits volumes qui va à mon avis concerner à la fois les intervenants de la première et de la deuxième table ronde. Donc les cuisines collectives d'Arlisère en Savoie qui cherchent des contenants adaptés pour le portage de repas à domicile, et donc ils envisagent la consigne avec un acteur local qui veut développer des plats consignés à réutiliser. Et donc on nous demande s'il existe des solutions pour des petits volumes, sachant qu'on est à environ 350 repas par jour et qu'ils ont des craintes sur la difficulté de collecte, le non-retour des contenants, le coût. Et plus globalement, c'est une question importante parce que quand on parle de changement d'échelle du réemploi, on sait que les distances parcourues jouent beaucoup, à la fois sur le modèle économique et l'impact environnemental. Et donc, comment on fait pour intervenir sur ces échelles plus réduites, où la massification dont on a parlé beaucoup dans la première table ronde est forcément plus complexe? Alors, au niveau de Tremplin, dans les membres de Tremplin, certains font du portage à domicile. Donc, il faut savoir que même si on fait 45 000 couverts pour le scolaire, en général, on fait peu de portage. On fait entre 300, 400 ou voire 1000 au maximum. Donc, on a fait des tests
notamment avec usage dans certaines communes, pour tester plusieurs contenants. On a testé de l'inox et on a testé du verre et on a fait des grandes enquêtes auprès des personnes âgées surtout. C'est important de les entendre parce qu'il y a des points à identifier, tels que l'ouverture du couvercle quand vous avez 80 ans et que vous avez déjà du mal à faire de la cuisine. Vous allez avoir du mal à ouvrir des oreilles en fait de boîtes en verre. Vous allez avoir du mal à porter parce qu'on a pesé un sac de portage à domicile, c'est à peu près 3 kilos. Donc il faut être capable de trouver des solutions d'allègement du verre. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc on a un gros travail avec un verrier français sur ce sujet-là. La résistance au choc, parce que quand on est une personne âgée, on peut facilement faire tomber. Donc il ne faut pas que ça se casse. On a identifié que le verre était intéressant pour eux. Ils trouvent ça plus confortable et ils ont l'impression que c'est meilleur. Parce que l'inox, pour eux, remarque de personnes âgées, hein, on n'est pas à l'armée, ce n'est pas une ration de l'armée. Donc il y a cette idée un peu qualitative du verre et du fait maison qu'on voit dans le verre, peut-être moins dans l'inox. Donc le verre va au micro-ondes facilement. On peut trouver des verres allégés, très résistants, avec des couvercles qui s'ouvrent facilement. Donc c'est ces verres-là qu'on peut aller. C'est facile à trouver. Tous les fabricants, enfin tous les grossistes, pardon, peuvent en vendre ce type de verre qui est en train d'être développé. Donc c'est assez simple pour une petite collectivité de les trouver. Enfin, ça va être assez simple de les trouver. Et il y a un système de traçabilité qui est possible dedans. Donc nous, l'année prochaine, on va travailler dessus. On a déjà commencé et on a des très bonnes avancées sur ces systèmes-là. Donc avec possiblement aussi des sociétés qui ont un ancrage territorial fort. Donc il y a des grosses entreprises, mais il y a aussi des petites. Des sociétés de récupération et de lavage via des ESAT par exemple. J'en profite pour partager une autre question qui est dans le chat et qui rejoint votre réponse. On nous demande s'il y a une offre de contenants sur le marché qui peuvent être thermocellés. Alors c'est la grande question avec l'ADEME. Pour le moment, le thermocellage n'est pas possible pour le portage. Hein. Selon la loi, le thermocellage n'est pas possible, mais on a bien identifié que c'était un vrai problème pour le moment. Donc c'est en discussion. Normalement, sur le portage, on ne peut pas thermoceller. Pour autant, avec les industriels, on travaille sur des projets de thermocellage pour le transport, mais en grande quantité, et la distribution au niveau scolaire, qui pourrait nous servir aussi potentiellement avec le portage si on a un petit peu une fenêtre qui s'ouvre à ce sujet-là. Mais normalement, le thermocellage n'est pas possible, mais le verre, potentiellement, est thermocellable. Il faut des adaptations et il faut surtout des chaînes de conditionnement qui doivent être légèrement transformées. Est-ce qu'on avait d'autres questions Oui, on a une question dans l'audience. Oui, c'était plutôt une question pour Monsieur Audibert, notamment sur le circuit de la bouteille de vin, parce que du coup, là, vous parlez du réemploi que vous pouvez faire au niveau local, mais finalement, la bouteille de vin, elle est souvent exportée ou à plus grande échelle. Donc finalement, quel est le pourcentage de bouteilles de vin que vous arrivez à réemployer dans votre appellation et dans votre circuit ? C'est une question très pertinente. Aujourd'hui, le nombre de bouteilles lavées par rapport au nombre de bouteilles consommées, il est ridicule. Par contre, toutes les bouteilles ne sont pas exportées. On a des producteurs qui ont des gammes larges. Je pense qu'il faut qu'on milite pour que dans chaque producteur ait une gamme plus locale, enfin, qui soit consignée. Quand l'acheteur va arriver, il saura que cette bouteille-là, il peut la rendre, il peut la ramener. On a beaucoup quand même de tourisme, beaucoup de personnes qui viennent là, qui passent quelques jours, quelques semaines. Donc, il y a une capacité là à ramener la bouteille directement, elle ne sera pas emportée. Donc,
effectivement, sur le vin, ça n'est peut-être pas applicable à toutes les bouteilles. Bon, après, si c'est développé au niveau national, toutes les bouteilles peuvent être consignées. Il faudra peut-être en réduire le nombre en production. Mais voilà, si on s'attaquerait à d'autres échelles. Pour l'export, malheureusement, là, je n'ai pas vraiment de solution. Merci et merci à tous les trois en tout cas pour ces retours d'expérience, à la fois sur les freins et sur les leviers que vous avez mis en œuvre pour mettre en place le réemploi, que ce soit via la consigne ou dans les cantines. Et j'invite peut-être Linda à conclure. Je me joins au remerciement d'Alexandra pour tous nos intervenants sur les 2 tables rondes. C'était très riche, très intéressant. Je pense qu'on a fait le constat tous ensemble que le réemploi des emballages alimentaires, c'est un vrai défi. Et ça implique de changer beaucoup de choses, de transformer beaucoup de process, d'habitudes. Je pense qu'il y a vraiment cette nécessité de transformation à différentes échelles, à différents niveaux, que ce soit sur le plan organisationnel, transformer les méthodes, les façons de faire, mais aussi les habitudes des gens et faire de la pédagogie. C'est vraiment un premier point. Donc tout repenser, tout réorganiser, c'est un défi majeur, mais on voit que c'est faisable. Le deuxième plan que j'identifie, c'est le plan technique. On l'a dit, il y a quand même des vrais enjeux techniques, trouver les bonnes solutions et encore beaucoup de R&D, d'essais, de tests sur ces solutions en cours. Et puis derrière, évidemment, le corollaire, c'est le modèle économique. Il faut que tout ce soit viable économiquement. Peut-être l'autre défi, c'est le défi sanitaire. On l'a dit, hein, la crise Covid a quand même aussi freiné. C'était un gros frein sur ces changements. Et en même temps, l'actualité plus récente est aussi une forme d'accélérateur. Les crises sur les matières premières vont forcément accélérer ces transformations. Et puis le dernier défi à relever, on en a beaucoup parlé, c'est la massification. Et ça nécessite quand même des investissements conséquents dans des infrastructures pour pouvoir passer à l'échelle et aussi aller chercher tous les territoires, pas seulement les grandes métropoles, mais bien aussi les zones plus rurales. Hein. On l'a bien entendu avec le témoignage de Monsieur le maire. Et c'est vrai que c'est des défis nombreux à différents niveaux. Pour autant, je pense, en tout cas, j'ai le sentiment qu'on est face à un changement inéluctable et on est aussi face à un tournant. Aujourd'hui, on sent que le tournant est là. Ça s'accélère véritablement. Et donc, c'est maintenant qu'il faut accélérer les choses. Et on l'a aussi souligné sur la première table ronde, ces changements sont vertueux à différents niveaux. Ils sont vertueux d'un point de vue environnemental, c'est évident, mais aussi d'un point de vue social. Ça crée des emplois, pourquoi pas pour des personnes éloignées de l'emploi. On a parlé d'ESAT sur la seconde table ronde, hein, c'est le travail pour des personnes en situation de handicap. Donc ces changements peuvent aussi être vecteurs d'opportunités d'un point de vue social pour une société plus équitable et permettre à des personnes éloignées de l'emploi de revenir au travail. Et puis enfin, c'est aussi un vecteur d'impact pour les territoires. En fait, c'est source de développement aussi pour les territoires. À différents niveaux, ça recrée de l'emploi local, ça recrée des boucles vertueuses, ça allège aussi les chaînes de traitement des déchets qui sont complètement saturées, Emmanuel le disait. Donc, compte tenu de tous ces impacts positifs, le tournant est là et il n'y a plus qu'à accélérer. Et nous, à la Banque des Territoires, on est évidemment très impliqués en tant que financeurs à notre humble niveau, mais en tout cas, on cherche vraiment à soutenir des projets de cette nature et aussi en accompagnant les collectivités qui y réfléchissent. Le sujet est complexe, on l'a vu, et donc il y a besoin de beaucoup d'énergie collective et cette notion d'écosystème qui était abordée aussi par Augustin tout à l'heure est fondamentale. Faire écosystème pour trouver des solutions, c'est peut-être la clé. Voilà, donc encore un grand merci aux personnes qui étaient là en physique, mais aussi à toutes celles qui étaient connectées à distance. Et pour les personnes qui sont là en physique, je vous invite à un déjeuner zéro déchet qui est proposé justement par Fresh Cancan pour illustrer très concrètement et gustativement ce sujet du réemploi. Donc un grand merci à tous et au plaisir.